Ne plus dépendre pour vivre. Toute l'idée du communisme devrait résider en cela. Rien ne devrait nous forcer à vendre notre force de travail pour survivre. Et rien ne devrait nous obliger à obéir quand nous estimons que notre activité est inutile, voire nuisible. On ne devrait plus entendre des gens dire « je ne fais que mon travail » et qui en fait disent « je déteste ce que je fais, mais il faut bien vivre ». Dans la précédente vidéo, je vous ai proposé des éléments pour construire un mode de décision autour de la production. Une fois les biens et les services produits, encore faut-il que nous organisions la distribution. Autrement dit, nous devons décider comment chacun pourra obtenir les biens et services disponibles, et ce sans être obligé de s'épuiser au travail, obéir à des chefs insupportables ou produire une activité que l'on estime inutile ou nuisible. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que quoi que nous fassions, la quantité de biens et de services disponibles ne sera jamais infinie. Voilà pourquoi nous devons prendre la décision ensemble de comment cette quantité limitée de biens et de services doit être répartie. Dans la vidéo précédente toujours, que je vous conseille ardemment de regarder avant celle-ci, on abordait en surface que quelle que soit l'activité économique d'un travailleur, son revenu est garanti. On va tenter d'expliquer ici comment fonctionne ce système. Bernard Friot l'appelle salaire à vie. Frédéric Lordon préférerait l'appeler garantie économique générale. Pour les plus anards d'entre vous, c'est une forme de prix sur le tas, mais régulé par un système dans lequel l'argent a encore une place. Salaire à vie, garantie économique générale, a priori le nom n'importe pas. Le principe et la mise en œuvre sont plus importantes. J'en profite pour dire d'ailleurs que même si je me sers de Friot, je ne suis pas d'accord avec l'entièreté de son système. Dans ce système, chaque personne cesserait de dépendre de son activité économique pour recevoir un revenu suffisant. L'argumentation de Friot pour la défense du mot salaire reste solide, même si au total je préférerais qu'on en fasse table rase, mais je pourrais vivre avec si tout le monde est d'accord. Remarque importante à bien garder en tête, il ne s'agit absolument pas du projet de revenu universel promu par Zuckerberg et ses copains milliardaires, ou Hamon, et argumenté par Philippe Van Parijs. Tous ces hommes proposent le revenu universel à l'intérieur du système actuel capitaliste. La proposition présentée ici est opposée au capitalisme comme on va le voir. En communisme, quelle que soit donc votre activité, votre niveau d'activité, votre qualité d'activité, vous touchez la même chose. Que vous travailliez 0, 1, 2, 3 ou 5 jours par semaine, ce qui tombe sur votre compte est identique. Et les avantages sociaux sont les mêmes. En outre, quelle que soit votre activité, vous ne pouvez pas gagner 1000 fois ce que gagne votre voisin, même si vous êtes Bernard Arnault, ni même 100 fois ou 10 fois. Vous ne pouvez pas décider tout seul de ce que vous allez produire, même si vous avez la meilleure idée du monde. Par contre, si une collectivité reconnaît la valeur de votre idée, elle vous subventionnera pour que vous la réalisiez. Pas besoin de l'approbation d'une banque, ni surtout de l'appropriation de votre idée par un investisseur qui finira par vous ruiner. Votre idée devient collective parce qu'elle est utile au monde. D'un autre côté, rien ne vous oblige à travailler pour un mauvais salaire, pour un mauvais patron, ou pour une mauvaise production. Autrement dit, votre vie matérielle ne dépend plus de l'arbitraire du patronat. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente, artisans, ouvriers, paysans, médecins, avocats, chercheurs, journalistes, employés administratifs, commerçants, la collectivité vous octroie un travail dans les limites prévues par votre désir et votre qualification de départ, ou non. Mais donc, la responsabilité de la collectivité, c'est que votre compte est crédité de la même somme. Attention, la même somme pour soi, mais on verra que ce n'est pas nécessairement la même somme pour tout le monde. Commençons par tout le monde. Qu'est-ce que c'est tout le monde? Pour Friot, c'est tous les individus à partir de 18 ans. Pourquoi 18 ans? Pourquoi pas 16 ou 12? Pourquoi ne pas attribuer un revenu progressif à tous les individus à partir de la naissance? Évidemment, l'âge de 18 ans est une vision très européocentriste, celle de la consécration de l'adolescent irresponsable. Bref, il y a matière à discussion, mais j'aime bien la base de l'idée de Friot. En tout cas, cela signifie que quelles que soient vos études, vous serez payé pour les faire. Plus question de faire un job étudiant pour payer loyer, bouquins et bouffe de merde, ni de renoncer à ce que vous désirez vraiment faire. Autre question, bien sûr, il n'y aura plus de revenus 1000 fois ou 100 fois plus importants, mais est-ce que chacun toucherait la même somme? Est-ce qu'on serait tous au même salaire, genre tous à 2000 € par mois, par exemple? Bernard Friot ne le pense pas. Il estime que sur base d'un système d'examen et de jury, les revenus pourraient s'échelonner sur un niveau de 1 à 3 ou 1 à 4. Dans son système, les salaires les plus élevés ne sont guère que 2 fois plus élevés que les plus bas. Certains diront que 4 niveaux, d'autres penseront que c'est encore bien trop. Voilà encore une matière à discussion, non? Pourquoi 4 et pas 2 ou 6 ou 100? Ah bah oui. Je me demande ce qu'en pense le médecin de famille de Friot, qui gagne sans doute une toute petite fraction de ce que gagne un chirurgien des hôpitaux de Paris. D'autres facteurs peuvent intervenir pour moduler les revenus, comme la non-attractivité des tâches, qui permettrait à ceux qui les exercent de gravir un ou plusieurs échelons de revenus. Un exemple fréquent est celui des services de déménagement, mais on pourrait prendre celui des services infirmiers, et il y en a bien d'autres. Ainsi, un éboueur démarrerait dès 18 ans au niveau de qualification d'un médecin généraliste, par exemple. Lordon, de son côté, estime par exemple que jusqu'aux meilleurs universitaires, nous aurons tous un ou plusieurs
plusieurs jours par mois de corvée. Enlèvement des poubelles, aide aux soins, surveillance dans les écoles, toutes tâches à la fois pénibles et empêchant en grande partie un véritable échange avec les usagers servis ou un enrichissement personnel. Enrichissement au sens intellectuel du terme. Personnellement, je tends vers cette solution aussi. Je cultive aussi le rêve de déprofessionnaliser de la même manière l'enseignement, mais c'est une autre histoire. Une autre question après ça, c'est la relation entre les vrais besoins, et les revenus garantis. Au fond, est-ce que ces revenus seront suffisants pour assurer les besoins essentiels de chacun en plus de ce qu'il serait bon d'avoir pour jouir de la vie? Dit autrement, comment conserver une liberté de consommer ce qu'on veut, ou à peu près ce que l'on veut, sans hypothéquer l'essentiel auquel nous devons tous avoir droit. Et attention, je dis bien l'essentiel auquel nous devons tous avoir droit, je ne dis pas l'essentiel auquel nous devons tous avoir accès, puisque l'accès à l'eau de source, si vous payez, vous l'avez évidemment. Comme je vous le disais, le système proposé ici ne ressemble absolument pas à celui de Zuckerberg et consorts, qui n'est en fait qu'un ajustement du capital distribué au sein du capitalisme. Ici, nous sommes bien en communisme. On se propose de généraliser la consommation socialisée gratuite, c'est-à-dire de donner un droit automatique à certains produits et services, en particulier la santé, l'éducation, les transports, le logement. Notez que pour une partie au moins, ces droits existent déjà. Leur généralisation est un projet que l'on retrouve par ailleurs dans les propositions de Paul Jorion, qui en a fait connaître des études de faisabilité venues du Royaume-Uni. Ça fait un peu programme politique, évidemment, dit comme ça. Alors concrètement, la consommation socialisée gratuite, qu'est-ce que c'est? Il ne suffit pas de reconnaître ces droits, nous devons définir ensemble sous quelle forme ils se réaliseront. Ça veut dire que chacun d'entre nous, faisant partie des cercles de décision dont je parlais dans la première vidéo, nous déciderons par exemple de la qualité de santé qui existera autour de chez nous. Si dans une localité, une commune, une région, il manque une maison médicale, un service gériatrique, une pharmacie, un centre de kinésithérapie ou toute autre initiative nouvelle qui permettrait d'améliorer la santé de chacun, des cercles d'habitants et de professionnels de la santé se réuniront pour décider des moyens à mettre en œuvre pour compléter l'offre sanitaire. Sur le processus de décision, je vous renvoie encore à la vidéo 1. Ça veut dire qu'il y aura aussi des rassemblements pour décider de l'offre d'instruction et de comment celle-ci devra s'établir. Je n'ai pas encore eu l'occasion de m'étendre sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il est évident à mes yeux que l'instruction ne passe pas que par l'école. On peut même se demander si l'école est vraiment le lieu privilégié de l'instruction dans nos belles sociétés occidentales libérales. Quant au transport et au logement, là aussi, c'est par cercles locaux, régionaux, nationaux, voire internationaux que nous devrons les organiser. Pas question de laisser au marché l'offre de ce qu'il est décent d'offrir à chaque individu ou groupe d'individus en termes de déplacement et de logement. Dans la mesure de nos moyens, dans le respect de l'égalité de traitement et de la liberté de mouvement, nous déciderons l'ensemble des nécessités à pourvoir pour tous les individus de la localité, de la région, etc. Et tous ces services, logements, transports, soins et instruction seront gratuits. Autrement dit, le droit à ces services serait subventionné en totalité pour que tous nos besoins soient rencontrés par une offre stable et suffisante. On pourrait même imaginer d'étendre cette gratuité à d'autres produits et services comme la distribution de l'eau, des communications, de l'énergie, au moins celle de base, et même jusqu'à l'alimentation minimale, des vêtements, des brosses à dents. J'en vois déjà sourire en coin. Tickets de rationnement, files devant les magasins, pénurie et sortie de Deuxième Guerre mondiale. On reviendra aussi sur tout cela dans les autres vidéos. La motivation pour faire les choses bien, du fait qu'elles ne génèrent pas de profit pour qu'elles soient bonnes à manger, qu'elles durent longtemps, qu'elles fassent le moins de tort possible, qu'elles exigent le moins de travail possible de chaque individu, tout en assurant ce que les moyens permettraient de mieux, cette motivation existe. Vous vous dites, si tout le monde était comme moi, peut-être que ça marcherait, mais il faut être lucide, tout le monde n'est pas comme moi. Il y a des salauds, des cons, des cupides, des avides, des ambitieux. Et c'est vrai, même si je ne le dirais pas comme ça. En fait, si, je l'ai dit comme ça. Mais justement, précisément, si la propriété disparaît, toutes ces ambitions et ces cupidités se trouveront le bec dans l'eau. Et le profond besoin de reconnaissance ne pourra trouver de satisfaction que dans la gratitude collective. Donc ça, la fin de la compétition, la fin de la publicité, ça fait déjà un bon début. Pensez à vos amis, à vos proches, au commun des mortels en général. Leur motivation n'est que très rarement l'enrichissement personnel. Profondément, ce qui motive la plupart des gens, c'est l'assurance qu'il ne faudra pas se battre pour nourrir sa famille demain, ou la peur de ne pas pouvoir se soigner, ou acheter une nouvelle voiture en cas d'accident. Pour la plupart des gens, le problème ne réside pas dans le paiement des traites de la seconde résidence en Provence, mais bien dans celui du loyer du mois prochain ou les factures mensuelles d'eau, de gaz et d'électricité. Et là, je ne parle que des Occidentaux. Alors, est-ce que la poignée d'entre nous qui possèdent 2 maisons y auront toujours droit? Franchement, je me poserai cette question le jour où les 17 000 individus sans abri recensés en 2020 en Belgique auront un toit décent sans fuite avec une pièce par membre de la famille minimum. 300 000 en France, sans compter les millions de mal logés.
Je me soucierai du droit à posséder 2 ou 3 voitures par cellule familiale le jour où chacun sera assuré de ne pas devoir faire de longs trajets sous la pluie pour aller au taf, ou plus grave, pour conduire son enfant chez le médecin. Pour paraphraser Victor Hugo, on reconnaît le degré de civilisation d'un pays aux priorités qu'il s'octroie. Si c'est celui du PIB, du taux d'emploi et de la compétitivité, c'est un choix, mais c'est pas celui de ces vidéos. Revenons à nos priorités, et en particulier à l'alimentation, aux communications et pourquoi pas au logement. Parce que oui, je ne prétends pas avoir préséance sur votre décision le jour où vous construirez le communisme. Ces communications nécessaires, logement, alimentation, communication, pourraient être accessibles par un régime de conventionnement, autrement dit par un ensemble d'offres agréées par les collectivités et proposées à des prix fixes non soumis à la concurrence. On pourrait avoir par exemple un boulanger, un plombier ou un soignant à domicile agréé par la collectivité qui donc serait payé pour fournir un travail stable, pas trop fatigant et à prix déterminé. À propos de la production agréée par les collectivités, voyez la vidéo précédente qui l'explique assez longuement. Enfin, il y a une troisième option, en dehors des biens et services gratuits, des biens et services conventionnés. Dans la vision de Bernard Friot, somme toute modérée, il existe encore un marché libéral pour une catégorie de biens et de services superflus. Autrement dit, il existe encore un moyen d'acheter certaines choses, de se les approprier, et donc d'accumuler. C'est sans doute l'opinion de pas mal de monde, même parmi les penseurs du communisme et de l'anarchisme. Pour d'autres, comme Lordon et moi, en tout cas c'est ce que j'ai compris de Lordon, cette troisième catégorie n'est pas nécessaire, puisque la production pourrait être intégralement libérée de la concurrence. En un certain sens, toute production est conventionnée, dans un communisme pragmatique et logique. Mais donc, on est loin d'une vision anarchiste pure de prix sur le tas existant. Cette idée presque amusante d'une montagne de biens disponibles et dont chacun pourrait se servir a bercé mes premières visions anarchistes. Mais il faut se rendre à l'évidence, le fait de pouvoir s'emparer librement de tout ce qu'il y a dans la vitrine entraînera fatalement des crises de foie par abus de chocolat. Aujourd'hui, c'est le marché qui décide qui peut manger quoi et comment et dans quelle quantité. Demain, nous devrons mesurer ensemble ce qui peut être accessible, en quelle quantité et en quelle qualité pour chacun. Ce qui ne veut pas dire que nous mangerons la même chose, que nous nous vêtirons des mêmes vêtements, que nous aurons les mêmes hobbies et loisirs ou que nous partirons en vacances aux mêmes endroits. Nos goûts diffèrent, bien entendu. Nous sommes très nombreux à désirer partir en vacances très loin et très souvent et très longtemps. Disons que si c'était possible pour tout le monde, je trouverais normal qu'on le fasse tous, mais il faut gérer la pénurie des déplacements. Prenons tout de même cet exemple au sérieux. Imaginons que je rêve de, je ne sais pas, vivre dans le delta d'une rivière thaïlandaise pendant des mois et des mois. Eh bien, pourquoi pas? Entre-temps, la maison que j'occupe en Belgique sera occupée par d'autres personnes, gratuitement, et les fonctions que j'exerce seront remplies par une autre personne. Et une fois en Thaïlande, on trouvera bien quelque chose à me faire dans mes qualifications, pour peu évidemment que la Thaïlande soit aussi communiste. Mais là, ça nous amène loin. Seront déçus avec ce système ceux qui ont un peu trop l'habitude de considérer que les hôtels de luxe sont leur deuxième résidence à travers le monde, et en permanence, et sans doute aussi ceux qui trouvent normal de faire des sauts de puce d'un week-end à New York. Mais mettons maintenant qu'on prenne le contrôle des plateformes de mise à disposition des logements pour les vacances. Les jeréservetamaison.com et autres sites de peer-to-peer que je ne citerai pas parce qu'ils ont refusé ma proposition de sponsoring. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'envisage une expropriation communiste de leurs services. Toujours est-il qu'ils seront bien utiles pour, par exemple, proposer à Marlène et à sa famille de descendre de Bruxelles jusqu'en Italie en train et en bateau en faisant 3 escales à Lyon, à Vintimille et à Ostie, avant d'arriver à Palerme et d'y rayonner pendant 2 mois. Qui sait, ce sera peut-être la famille qui vit à Vintimille qui remontera jusqu'à Bruxelles chez eux pour visiter la plus belle place du monde. On ne sait pas. C'est peut-être des Ouzbeks, des Boliviens, des Congolais, ou des Suédois, ou même Alain Bourgeois, ou peut-être personne. Mais l'important, c'est que comme les individus qui touchent leurs revenus, quelle que soit leur activité, les immeubles inoccupés seront disponibles en cas d'absence des résidents habituels. Je vois déjà le slogan de ce système. Vous êtes plus libre que vous ne croyez parce que vous possédez moins que ce que vous pensez. Ouais, non, ça marchera pas. Non, mais la pub en communisme, ça marche pas. Pour résumer, le revenu que l'on reçoit tous les mois sert à tout, y compris l'essentiel conventionné parce que l'on peut choisir parmi les biens et services disponibles, à l'exception de l'essentiel gratuit. Donc, 3 catégories de biens et services. 1. Les biens et services essentiels gratuits entièrement subventionnés. Les biens et services conventionnés partiellement subventionnés. 3. Les biens et services en disponibilité classique sur les marchés. Démocratiquement, ce sera à nous de décider de la taille de chacune de ces catégories. Bon, je vous avoue que ma préférence va aux 2 premières catégories et même à l'exclusion de la 3e, mais une fois de plus, je ne suis ni Dieu ni César. Le revenu que l'on touche permet donc de choisir parmi les biens et services disponibles non gratuits. Mais alors, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un d'accumuler des biens disponibles, les garder chez lui, les entasser, les cacher, les mettre sous clé pour... Pourquoi donc ? En réduire les stocks disponibles et augmenter les prix. C'est ce qu'on appelle spéculer ou agioter ou accaparer ou monopoliser.
Deux obstacles à cette ambition libérale. En communisme, les prix sont bloqués ou régulés, comme on le verra dans la 5e vidéo sur les marchés. Et donc, il est impossible de vendre 2000 aujourd'hui ce qu'on a acheté 1000 hier, même en cas de forte demande. Par ailleurs, pour accumuler suffisamment de biens pour tenter d'influer sur les prix, il faudrait avoir beaucoup plus que des revenus mensuels. Or, en communisme, on n'a plus que ces revenus-là. Mais qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un d'épargner, de garder de l'argent pour, au bout d'un an, 2 ans, 10 ans, procéder à un gros achat de produits ? En fait, pour empêcher cela, il suffirait simplement de limiter la durée de vie du revenu mensuel à une certaine période, durant laquelle la somme en question devrait donc être dépensée. Faute de quoi, elle perdrait de sa valeur. Donc mettons que vous tentiez de garder votre revenu de janvier, février, mars, etc. jusqu'en octobre, pour vous permettre de vous acheter toutes les paires de chaussettes du magasin. Avec l'aide de complices, bien entendu, par paquet de 10 paires pour ne pas éveiller les soupçons. Bon alors, déjà, pour impliquer des complices, il va falloir trouver un moyen de les rémunérer, ça va pas être simple. En paires de chaussettes. Ah. Et si j'achète tous les mois 40 paires de chaussettes, au bout de 100 mois j'ai 4000 paires de chaussettes, il y aura dès lors pénurie de paires de chaussettes dans la région. Et non, parce que les détaillants de chaussettes et les gens qui tournent autour de la production de chaussettes en général, ainsi que les habitants tirés au sort chargés du suivi des fournitures essentielles auront constaté mois après mois le débit irrégulier de chaussettes et réclamera tout simplement un peu plus de production de chaussettes, ce qui empêchera toute possibilité de monopole sur la distribution de paires de chaussettes. Mais de toute façon, on pourra organiser un deuxième obstacle à toute possibilité de spéculation sur l'offre et la demande. C'est que votre revenu de janvier n'aura pas la même valeur en octobre. En fait, il ne serait pas du tout difficile d'organiser un système économique de perpétuelle inflation pour empêcher toute épargne de se faire. Comme les intérêts n'existent plus, votre argent de janvier n'aura plus du tout la même valeur en octobre. Alors je ne vais pas expliquer ce système ici, ça prendrait trop de temps, mais si vous en avez la curiosité, j'en mettrai les bases dans les réponses avec un lien vers mon blog. Mais, si j'obtiens un crédit et que je l'utilise pour faire ce gros achat, on pourrait imaginer de prendre un crédit d'1 million d'euros pour acheter 1000 objets à 1000 euros, qu'on vendra par exemple pour 2 millions d'euros en octobre. On aura donc fait un profit de 1 million d'euros. Sauf que non, le crédit n'existe plus en communisme, donc pas moyen d'accumuler des biens utiles à chaque membre ou à beaucoup de membres de la collectivité. En outre, cette manœuvre n'apporte aucun intérêt à l'agioteur puisque les prix sont régulés. Enfin, si on utilise la proposition d'inflation continue, il y a fort à parier que décidément le spéculateur, monopoliseur, accapareur n'y trouve aucun profit. Ah mais tu n'y es pas, les spéculateurs ont leur utilité, c'est eux qui gardent des biens utiles ou essentiels en abondance pour le jour où ils seront en pénurie. Qui sera incité à faire des réserves de chaussettes ou plus essentiellement de farine ou d'huile en vue d'une éventuelle pénurie? Eh bien, les tenanciers des magasins, que la collectivité va précisément subventionner pour conserver ces denrées, et les chaussettes aussi. Mais attendez, j'ai dit qu'il n'y aurait plus de crédit. Quoi, mais alors, comment faire pour acheter une voiture, agrandir sa maison ou même acheter un nouveau logement? C'est que la procédure du crédit perd de son utilité en communisme. Admettons qu'une personne estime avoir besoin d'un véhicule individuel pour n'importe quelle raison légitime. Si cette raison est ponctuelle, la collectivité possédera un parc de véhicules adéquat. Si c'est pour une raison plus pérenne, un handicap par exemple, et si l'attribution du véhicule est considérée justifiée par la collectivité, celle-ci octroiera une subvention dirigée vers le concessionnaire du véhicule en question. Pas besoin de crédit. Voilà, c'est fini pour la distribution. Sauf bien sûr à lire vos questions. Je vous encourage à m'envoyer surtout des questions sur le contenu et pas trop sur la forme. Je sais que j'ai plein de défauts de forme et j'en suis désolé, mais voilà, j'ai pas trouvé le banquier de gauche qui me permettrait d'engager un dessinateur, un acteur, un humoriste, un coiffeur, un maquilleur et un décorateur pour améliorer mes vidéos. Évidemment, vous vous demandez, mais comment il les paye, ces revenus à vie? Eh ben, pour la réponse à cette question, parfaitement légitime, il va falloir attendre les vidéos de réponse 4 et 6. La 4 sur, les financements et la 6 sur l'argent. On aura l'occasion d'y voir que je me distingue encore de Friot, que je trouve très rigoureux, mais très modéré. Et voilà, c'est vrai aussi que moi, je ne suis pas tenu par de vieux réflexes PCF, ni comme il le reconnaît lui-même, catho de gauche. Avantage service.